Donc, c'est un plaisir pour moi aussi de prendre la parole et d'être associé en tant que médecin légiste avec ce panel d'experts durant ces journées. Je tiens d'abord à remercier l'Association des pédiatres de la région de Tinsift d'avoir pensé à parler même, c'est un peu trop lourd de parler des risques médico-légaux, bien sûr en fin de journée. Je vais essayer d'être un peu léger et on va aborder quelques aspects particuliers de l'exercice, bien sûr, de la pédiatrie, même si, bien sûr, le médecin, il est comme tout citoyen, il est soumis aux règles de droit, donc il doit être questionné pour toute faute qu'il peut commettre. Il exerce aussi une profession à risque, et comme bien sûr toutes les spécialités médicales, donc il y a des risques de l'exercice de la profession médicale parce qu'on a cette particularité de toucher à l'intégrité du corps humain. Et donc, ce fait de toucher à l'intégrité du corps humain, ce n'est pas une carte blanche, donc c'est une autorisation avec des garde-fous. Et donc, la législation, bien sûr, vient pour aussi protéger en contrepartie les patients. Lorsqu'on va parler des risques médico-légaux, de la responsabilité des médecins en général, il faut penser en contrepartie des droits des patients qui ont bien sûr, qui peuvent avoir des séquelles parfois lourdes, soit que suite à des fautes ou en absence parfois des fautes. La particularité aussi de l'exercice de la pédiatrie, c'est par rapport, bien sûr, j'ai assisté depuis la fin de l'après-midi à des séances de discussion des cas et j'ai constaté la diversité, bien sûr, de la pratique en pédiatrie. Donc, c'est une spécialité qui est très transversale et donc les cas, ils peuvent être compliqués. Parfois, ils posent des problèmes diagnostiques, des problèmes de prise en charge. Donc, il y a des diversités, même si le médecin, il est censé apporter seulement les moyens. Donc, on ne demande pas un résultat à un médecin, mais le médecin, bien sûr, il doit être conscient de l'usage de tous les moyens appropriés pour poser le diagnostic. Et donc, cette particularité aussi de travailler sur l'enfant, qui est une personne protégée, protégée par le droit, par les règles de droit. La grande majorité des pays, ils ont ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et donc, dans cette convention, donc, on va aligner les règles de droit national donc, pour que l'enfant soit protégé. Et donc, le médecin, en tant que protecteur dans la société, il doit aussi protéger l'enfant. Et donc, c'est une nécessité que, bien sûr, le pédiatre doit mettre, bien sûr, doit être conscient de cela dans la prise en charge de l'enfant. Et aussi, la particularité par rapport à l'exercice de la pédiatrie, c'est cette relation tripartite entre le pédiatre, les parents et l'enfant. Donc aujourd'hui, on demande à ce qu'aujourd'hui, on s'éloigne du paternalisme médical. Donc le médecin, il doit bien sûr associer même l'enfant dans la prise en charge thérapeutique, dans la prise en charge des pathologies. Et le dernier point, c'est cette transition, surtout pour des maladies chroniques, cette transition de l'enfance vers l'âge adulte, et donc ce qui va accompagner bien sûr la transmission des informations qui vont être transmises vers bien sûr la consultation de l'adulte et qui va nécessiter bien sûr une prise de conscience par rapport à la nature des informations qui doivent être transmises durant ces correspondances. Donc tout ça, va bien sûr donner cette particularité bien sûr de l'exercice de la pédiatrie, même si sur le plan numérique, donc c'est pas un chiffre alarmant. Donc les pédiatres, il n'y a pas de beaucoup d'affaires de poursuite des pédiatres, mais donc la pédiatrie, donc il peut être comme une spécialité comme les autres concernés par les risques médico-légaux et notamment le volet aussi chirurgical de la pédiatrie. La chirurgie pédiatrique, comme toute chirurgie, donc il est
Donc, il y a beaucoup de risques dans la chirurgie et donc on peut voir des affaires dans ce cas. C'est une spécialité à haute sensibilité médico-légale pour plusieurs raisons. Et bien sûr, comme j'ai dit, l'enfant, c'est un patient qui est vulnérable. Un patient qui est vulnérable, donc c'est un patient à qui on doit prêter beaucoup d'attention dans la prise en charge. Vulnérable juridiquement, il est protégé sur le plan juridique et sur le plan médical. Et donc, cette protection doit être exprimée dans la prise en charge, doit être exprimée dans la prise en charge, parfois, par exemple, dans le cas des sévices, par exemple, en cas de refus de soins par les parents. Donc, on va voir quelques situations qui peuvent poser des problèmes pour le praticien. Donc, on va essayer de débattre pour essayer d'identifier les sources de responsabilité en pédiatrie, des notions d'ordre général, surtout des notions juridiques, et connaître les obligations légales du médecin vis-à-vis de l'enfant et analyser quelques situations à risque et les stratégies pour la prévention. Donc, comme je vous ai dit, si on fait une lecture de ces chiffres en France, donc on voit bien sûr que la chirurgie elle est la plus touchée par les affaires judiciaires, mais la pédiatrie sur le plan numérique, donc on voit que les chiffres ils ne sont pas très élevés. Donc, mais si on fait une comparaison entre la chirurgie pédiatrique et la pédiatrie, donc on peut trouver des chiffres aussi plus que ce qu'on peut constater sur ce diagramme. Donc, les spécificités sur le plan médico-légal de la pédiatrie sont d'abord le jeune âge des patients. Et donc, comme je vous ai dit, le jeune âge fait que l'enfant il n'est pas responsable sur le plan juridique. Donc, on doit passer par, bien sûr, cette relation avec les parents. Et ces parents, bien sûr, comme ça a été dit par Dr Bilej, donc sur les exigences familiales de la qualité des soins, et donc des patients, des parents qui peuvent être avertis, qui peuvent être bien sûr avec des notions préalables, donc qui vont parfois compliquer cette relation particulière entre le pédiatre et l'enfant. Et bien sûr, ça va retentir aussi sur le plan de la transmission de l'information qui doit passer obligatoirement par les parents dans la majorité des cas. Et aussi, il y a un autre point qui est l'absence de spécificité de la sémiologie thérapeutique. Donc, les cas qui ont été exposés, ils témoignent de la complexité de certains cas. Et ce n'est pas dans tous les coins du Maroc qu'il y a de la pédiatrie spécialisée. Parfois, on est devant l'exercice de la pédiatrie générale et donc le pédiatre il est censé connaître bien sûr toutes les pathologies. Et l'enfant aussi, il peut décompenser très rapidement. Et la rapidité, bien sûr, du diagnostic, et le diagnostic doit être précis pour ne pas tomber, bien sûr, dans des complications ou dans des aléas qui peuvent donner parfois des dommages qui peuvent être considérés comme lourds de conséquences. Sur le plan, si on parle de la responsabilité, bien sûr, médicale, on parle de deux types de responsabilités. D'abord, c'est des responsabilités qui font une confrontation entre les blouses blanches et les toges noires. Donc, c'est les responsabilités les plus redoutables. Ce sont les responsabilités, bien sûr, où le médecin répond devant la société pour, bien sûr, ces fautes présumées. Et il y a, bien sûr, le corps médical à travers le Conseil de l'ordre des médecins, qui fait, bien sûr, un travail de contrôle de l'activité médicale, y compris l'activité des pédiatres. Sur le plan, bien sûr, des demandes des patients, il y a deux types de responsabilités. C'est les responsabilités d'indemnisation, que ce soit l'indemnisation sur le plan privé pour les pédiatres ou pour les médecins d'exercice privé, donc où les patients vont demander une indemnisation, bien sûr, de leurs dommages sur la base, bien sûr,
sur la base de leurs déclarations, de leurs procès qui vont porter devant, bien sûr, les tribunaux civils. Pour les médecins fonctionnaires, bien sûr, c'est l'administration qui se met à la place des médecins et bien sûr qui va répondre à la place des médecins pour bien sûr indemniser les patients. Mais la responsabilité la plus redoutable, c'est les responsabilités de sanction. Les responsabilités de sanction, ce sont les responsabilités où le médecin, soit il va répondre, bien sûr, il va payer de sa peau, donc où il y a des peines, bien sûr, des peines d'emprisonnement, des amendes dans la responsabilité pénale, ce sont des sanctions pour des comportements fautifs. Des comportements fautifs, bien sûr, et le médecin, dans ce cas, il est assimilé, bien sûr, à tout citoyen. Il va répondre comme tout citoyen, et bien sûr, de ses fautes. Il y a aussi, bien sûr, la responsabilité disciplinaire où le médecin il va répondre devant ses pairs pour toute, bien sûr, faute sur le plan déontologique ou sur le plan personnel ou, bien sûr, à l'encontre d'une association ou à l'encontre aussi d'un patient. Pour que la responsabilité sur le plan pénal soit mise, bien sûr, donc il faut des éléments. Des éléments, ça, ce sont bien sûr des éléments de la responsabilité pénale d'une façon générale qui vont être appliqués, bien sûr, sur le médecin. Et malheureusement, dans notre contexte, il n'y a pas de texte spécifique par rapport à la responsabilité médicale, il n'y a pas de texte spécifique, et le juge il va se retrouver devant l'application des textes du code pénal, ce qui peut bien sûr peser lourdement sur bien sûr les médecins. Et il y a des études même qui ont bien sûr qui ont conclu à différents comportements des médecins qui ont connu des procès dans leur carrière. Il y a certains médecins qui ont changé de ville, il y a certains médecins qui ont changé de pratique, il y a certains médecins qui ont eu, parce que le procès sur le plan judiciaire, il pèse lourd sur la carrière du médecin. Donc, cette responsabilité pénale qui est la plus lourde, donc il nécessite l'élément légal, ça veut dire que le comportement répréhensible, il doit exister dans le code pénal. Donc, le texte, les textes appliqués, que ce soit pour les fautes involontaires, que ce soit pour les fautes involontaires, le juge il va se retrouver devant l'application de l'article 431, 432, le 400, 401, c'est les coups et blessures volontaires ou les coups et blessures involontaires. Ce qui s'applique dans le cadre des agressions normales. Donc, un médecin il est assimilé à un délinquant. Alors qu'on peut imaginer mal qu'un médecin pour faire mal à un patient et notamment à un enfant. Le deuxième élément, c'est la matérialité des faits. La matérialité des faits, ça veut dire qu'il faut que l'infraction soit matérialisée, soit bien sûr, et cela bien sûr peut nécessiter un avis d'un médecin. Et en fin de compte, c'est le médecin qui va juger le médecin. Donc, avant d'entreprendre la poursuite, le parquet, généralement le ministère public, il va demander généralement au conseil de l'ordre et le conseil de l'ordre, bien sûr, il peut donner, bien sûr, cet avis à un expert, à un médecin qui va émettre un avis. Et c'est à travers cet avis que, bien sûr, le parquet va, bien sûr, faire la qualification juridique. Et le troisième élément, c'est l'élément moral, ça veut dire que l'intention de faire mal. Le problème de l'interprétation de la défense des médecins, c'est que il y a malheureusement il n'y a pas bien sûr des fautes, surtout pour l'exercice de la médecine, qui peuvent être faites intentionnellement. En dehors, bien sûr, il y a les actes qui sont frauduleux, notamment les faux certificats, l'escroquerie, la dichotomie. Donc, on peut avoir, bien sûr, on peut dire qu'il y a l'élément intentionnel, mais dans l'exercice ou les fautes médicales, surtout les coups et blessures volontaires ou les coups et blessures volontaires qui sont appliqués généralement dans certaines affaires, et là, on peut imaginer mal l'intention
de faire mal aux patients. Sur le plan civil ou là sur le plan administratif, donc, par contre, à la responsabilité pénale ne nécessite pas un dommage. Il ne doit pas y avoir un dommage. Il suffit d'avoir la faute au cas de la poursuite. Par contre, dans le cadre civil, il doit y avoir les 3 éléments de la responsabilité civile ou administrative. Et dans ce cas, le juge il applique le daïr des obligations et des contrats, le DOC. Et donc, dans ce cas, il nécessite les 3 éléments de la responsabilité civile ou administrative qui sont la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Et les fautes, bien sûr, ils peuvent être de plusieurs types. Donc, les fautes, soit des fautes techniques liées à un problème de diagnostic, un problème de traitement, un problème de surveillance, ou bien des fautes de l'humanisme. Le problème de consentement, le problème de l'information, les problèmes de l'assistance. Donc, tout ça, ce sont des fautes donc, qui peuvent être catégorisées comme des fautes, bien sûr, lourdes, s'ils vont, bien sûr, par la suite, avoir des conséquences sur l'avenir ou sur la santé de l'enfant. On a cherché dans la jurisprudence marocaine, donc on a trouvé peu de cas des affaires dans le domaine de la pédiatrie, notamment dans le retard de diagnostic de certaines pathologies lourdes comme la méningite, les erreurs de diagnostic ou de dosage des médicaments, la transfusion sans information ou une orchite mal prise en charge dans un établissement de soins. Donc nous voyons que différents cas de figure peuvent engager la responsabilité d'un pédiatre. Il y a des situations, bien sûr, à risque liées au retard du diagnostic, notamment dans certaines maladies infectieuses qui peuvent décompenser, des chocs septiques, des septicémies. Le manque de signalement en cas de sévice, qui est stipulé aussi dans le Code pénal, l'article 446, bien sûr, qui autorise le médecin de signaler tout cas de sévice, tout cas même en cas de suspicion, et bien sûr le cas contraire en cas d'absence de signalement. Donc on peut voir la responsabilité pénale du médecin engagée dans ce cas. Il y a aussi les erreurs d'interprétation clinique chez le nourrisson, bien sûr avec la polymorphie, bien sûr, des tableaux cliniques. Aussi, il y a des problèmes liés aux erreurs des dosages, puisque vous travaillez bien sûr avec des dosages très précis, donc le surdosage ou le sous-dosage donc, peut avoir un impact, bien sûr, sur, ou des dommages sur l'enfant. Les autres situations liées aux urgences pédiatriques, c'est l'aggravation rapide, bien sûr, devant des cas, bien sûr, qui peuvent apparaître, bien sûr, des cas froids, mais qui peuvent décompenser très rapidement, qui peuvent, bien sûr, s'aggraver très rapidement. Les conséquences, ils peuvent aller jusqu'au décès. Et donc, dans ce cas, on peut poursuivre le pédiatre pour retard de la prise en charge qui n'était pas dans le temps optimal. L'autre problème, c'est l'obligation de moyens renforcés en cas d'urgence vitale et bien sûr la demande de l'aide en fonction des plateaux techniques, en fonction des moyens qui sont mis à la disposition pour sauver les vies des enfants. Et bien sûr, l'autre problème, c'est le problème de la documentation et le dossier du patient qui doit être bien sûr bien documenté dès l'admission et qui va bien sûr faire mention de tous les actes qui sont mis en place dans la prise en charge des enfants. Un autre point qui est essentiel, c'est le refus des soins des parents et la situation, bien sûr, peut se poser pour les pédiatres. Le médecin, il va se retrouver devant la position de respecter les convictions du patient ou la mise en danger
de la vie de l'enfant. Comme je vous ai dit, le médecin, c'est un protecteur de l'enfant. Dans ce cas, il doit bien sûr agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant. L'intérêt supérieur de l'enfant, c'est une notion qui est venue de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc, le médecin, il est censé agir dans ce sens. Et donc, même en cas de refus, donc le médecin, il doit faire un signalement au procureur et procéder au traitement pour sauver la vie de l'enfant, bien sûr. Si on arrive à avoir un consentement des parents, ça sera une bonne chose. Sinon, donc, ça doit être, bien sûr, fait à travers, bien sûr, le ministère public. Le problème aussi des vaccinations et des interventions à risque, bien sûr, pour la vaccination, pour le programme national d'immunisation, donc c'est une obligation pour tout le monde. Je pense que ça ne pose pas de problème sur le plan juridique. Le problème qui se pose, c'est pour les vaccins qui peuvent bien sûr être bien sûr en dehors de ce programme. Il faut avoir le consentement, bien sûr, des parents avant de faire ces vaccinations, et aussi pour les gestes qui sont des gestes lourds. Les gestes lourds, notamment la chirurgie pédiatrique. Donc, on doit associer les parents et l'enfant dans la prise en charge. En matière de recherche biomédicale, donc, le problème ne se pose pas puisque la loi 2813, qui est une loi sur la protection des personnes, donc nous savons qu'il est interdit de faire des recherches biomédicales sur les enfants, notamment dans le cas où, bien sûr, où il y a un bénéfice beaucoup plus que, bien sûr, les risques que peut encourir l'enfant dans ces recherches. Bien sûr, avec le consentement éclairé et écrit, bien sûr, des parents, avec l'assentiment de l'enfant, si, bien sûr, l'enfant est à un certain âge de discernement. Le secret professionnel aussi, il pose un problème. Donc, le secret, le partage, le fait de connaître, bien sûr, les secrets des patients, qu'à travers, bien sûr, le fait de divulguer le secret, le fait de partager les données médicales des patients, des enfants, donc ça pose un problème et qui nécessite, bien sûr, une connaissance, puisque l'article 446, bien sûr, bien sûr, il impose aux médecins, au tout officier qui dépose un secret, donc de le conserver et ne pas le divulguer en cas bien sûr de divulgation. Il y a des autorisations de divulgation du secret médical dans le cas des sévices à enfants, donc qui est une exception. Les contrats-vie médicales aussi, ils posent un problème. Les risques juridiques encourus, donc le contrat-vie médical, donc pour les cas des enfants qui sont à risque, donc on reste toujours sur le même raisonnement de protéger bien sûr l'enfant, et donc on doit bien sûr prendre en considération le risque, bien sûr en cas de refus des soins, ou là, en cas de contrat-vie médical, donc il faut essayer de protéger l'enfant et de faire un signalement toujours au procureur. La maltraitance, bien sûr, vous le connaissez, donc en cas de suspicion, donc c'est une obligation pour, bien sûr, tout médecin pour repérer et signaler, bien sûr, signaler par écrit et signaler oralement avec tous les moyens, signaler, bien sûr, la meilleure bien sûr, façon de faire le signalement, c'est signaler au procureur du roi, donc pour ne pas encourir une responsabilité dans ce sens. Bien sûr, le non-signalement, l'information, donc on insiste sur l'information des parents avec clarté et loyauté, donc ce n'est pas des informations qui vont être dissimulées, donc les parents, ils doivent avoir une information claire, adaptée aussi au discours de l'enfant, et bien sûr, il faut rechercher toujours, bien sûr, l'accord aussi de l'enfant, parce que ça concerne aussi son corps. Il y a plusieurs raisons, bien sûr, pour informer, pour prendre en compte les besoins des enfants, pour respecter le droit de l'information de l'enfant, pour diminuer l'anxiété aussi de l'enfant,
pour permettre aux enfants de se sentir acteurs de situation et pour éviter le non-dit contre les fausses informations et pour permettre aussi aux parents de se sentir partenaires de soins et aussi pour faciliter le travail des professionnels et pour améliorer aussi le parcours de soins de l'enfant à court et à long terme. Donc, quelques cas qu'on peut rencontrer en pédiatrie, un enfant de 5 ans admis pour fièvre, vomissement, diagnostic initial, une gastroentérite, pas de CBE ni PL n'ont pas été faits. Le décès a 2 jours après, une autopsie a été faite, une méningite purulente non traitée. Donc, c'est un risque, bien sûr, lié à une erreur de diagnostic avec un défaut de vigilance devant ce cas. Donc, c'est des moyens qui ne sont pas, bien sûr, qui n'ont pas été appropriés pour, bien sûr, pour poser le diagnostic. Une fille de 12 ans vaccinée à l'école contre le HPV. Donc, parents déposent plainte, absence d'information préalable, problème, défaut de recueil de consentement écrit et responsabilité potentielle d'équipe médicale scolaire. Un enfant de 7 ans d'Unitri hospitalisé pour hypoglycémie, famille en situation précaire, pas de suivi médical, soupçon de négligence, parce que la négligence, c'est une forme de maltraitance. Et donc, alerte aux autorités sociales, rôle du médecin, c'est protéger l'enfant et signaler. Une prescription d'un antibiotique contre-indiqué chez l'enfant, survenue de convulsions et hospitalisation d'urgence, erreur de dosage non adaptée au poids, risque de mise en cause pénale du prescripteur parce qu'il y a des conséquences lourdes, bien sûr, sur la santé de l'enfant. Un enfant qui chute du brancard non sécurisé au cours d'un établissement de soins. Parents portent plainte pour négligence du personnel, c'est normal, problème de surveillance, même en post-opératoire parfois. Importance de la surveillance continue et de la traçabilité, même pour les incidents qui peuvent survenir en cas de soins, donc il faut les mentionner, le dossier médical, responsabilité partagée entre le médecin et la structure. Un nourrisson en détresse respiratoire non transféré à temps, pas de surveillance continue notée dans le dossier, plainte des parents pour défaut de soins et une importance dossier médical complet et signé parce que ce qui reste, bien sûr, c'est le dossier médical qui va bien sûr être étudié par le juge et par l'expert pour dire est-ce qu'il y a une faute ou une erreur de la part de l'ADA. Pour prévenir tout ça, donc la souscription obligatoire à des assurances pour les médecins qui exercent dans le secteur privé, la prévention par la documentation complète et rigoureuse, le travail en équipe et les staffs multidisciplinaires, et bien sûr la formation continue sur les aspects juridiques et les aspects éthiques. La traçabilité aussi, c'est du dossier du patient. Bien sûr, le dossier du patient doit contenir, bien sûr, même les mentions concernant l'information des patients et, bien sûr, les discussions avec les parents qui sont indispensables. Un dernier mot sur l'expertise en responsabilité médicale. Comme je vous ai dit, c'est le médecin qui juge les médecins. On a un problème sérieux des expertises qui sont, bien sûr, qui sont ordonnées par les tribunaux du Maroc. Généralement, les médecins qui font cette expertise, donc parfois, ils n'ont pas des compétences en procédure expertale, ça peut léser les médecins. Donc, je salue l'appel qui a été fait par Dr Afilal. Donc, pour les pédiatres, on se rejoint à votre appel en tant que médecin légiste pour dire que le métier de l'expert, c'est un métier à part. Malheureusement, la législation au Maroc, donc, il suffit d'être ancien pour être inscrit au tableau des experts et parfois, les médecins, les expertises, ce n'est pas les médecins qui sont, bien sûr, qui ont des connaissances médico-légales. Et on voit à tous les jours, bien sûr, des rapports d'expertise qui sont mal faits, malheureusement, et qui peuvent léser les médecins. Et donc, c'est un appel pour, au moins, que les expertises soient ordonnées d'une façon collégiale à un collège d'experts qui peut, bien sûr, donner son avis avec toute neutralité et toute expertise. Bien sûr, les mots-clés dans tout ça,
c'est la confiance, bien sûr la confiance avec l'enfant, mais la confiance avec sa famille, l'expérience et aussi l'expertise. Voilà, donc la pédiatrie, ce n'est pas un domaine à très haut risque, mais en chirurgie pédiatrique, donc, on peut voir le risque accru vu le geste chirurgical, et la protection de l'enfance doit être, bien sûr, doit primer dans la prise en charge dans un cadre, bien sûr, légal et sécurisé. Merci.